Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du partitionnement des tables et des index avec SQL Server. Une rapide présentation, Ariane Papillon, MVP Data Platform, investi dans la communauté francophone SQL Server, et vous pouvez consulter mes différents sites et blogs pour davantage d'informations. Parlons du partitionnement. Le partitionnement, c'est une organisation du stockage de nos bases de données pour ventiler les données des tables ou des index sur plusieurs groupes de fichiers. C'est une fonctionnalité avancée, destinée à des tables ou à des bases réellement volumineuses, plusieurs centaines de gigas en général. Ça nécessite un DBA, généralement pour la mise en œuvre et pour la gestion. Le partitionnement des tables est devenu disponible depuis SQL Server 2016 SP1 dans les éditions Standard, Web et Express, alors que jusque-là, il était uniquement disponible dans l'édition Entreprise. Pourquoi partitionner ? La première raison peut être de dépasser les limites de taille de mes disques. Imaginons que j'ai une table extrêmement grosse dont le volume ne tient pas sur un seul disque. Une raison qui est souvent évoquée, c'est l'amélioration des performances. Nous verrons que c'est pas si simple que ça et que le partitionnement n'améliore pas forcément les performances, ça dépend des cas. Les fonctions les plus intéressantes à mon avis sont les fonctions de gestion. Les fonctions de gestion pour la purge de données, qui posent généralement des problèmes avec des grosses volumétries, l'import de données ou l'archivage de données. Et puis une fonction additionnelle qui est très intéressante avec des grosses volumétries également, c'est de passer les données froides et non utilisées en lecture seule, le but étant de ne sauvegarder que la partie active de ma table et donc d'économiser du volume et de la durée de sauvegarde. Un petit rappel sur le stockage d'une base de données. Quand vous créez une base de données, elle possède au départ un seul fichier de données et un fichier de journal. Ce que vous pouvez faire pour gérer des volumétries importantes, vous pouvez multiplier les fichiers de base de données de manière à répartir les objets des bases de données entre plusieurs fichiers. L'objet logique de stockage, qui est la destination d'une table ou d'un index, s'appelle le groupe de fichiers, qui peut lui-même comprendre un ou plusieurs fichiers physiques. On va donc choisir de créer nos tables sur des groupes de fichiers différents afin d'effectuer cette ventilation. Mais il peut aussi arriver qu'une table soit particulièrement volumineuse. Et dans ce cas, il peut être intéressant de la ventiler ou de la saucissonner sur plusieurs groupes de fichiers. Si on regarde le catalogue système, on peut voir que les tables ou les index sont organisés en partitions. L'organisation du stockage des partitions se divise lui-même en unités d'allocation pour les données de ligne, les lobes, les row overflow. Les unités d'allocation sont allouées à des espaces de stockage qui correspondent à des groupes de fichiers qui peuvent elles-mêmes être composés de plusieurs fichiers. Regardons le principe du partitionnement. Ici, nous avons une table de factures tout à fait ordinaire, créée sur son propre groupe de fichiers. Elle contient des factures pour toute l'année 2018. On voit qu'on a des factures de janvier, de février, de mars, d'avril, etc. Cette table est devenue particulièrement volumineuse. Nous sommes en fin d'année. J'ai donc décidé de partitionner son stockage en la découpant par mois sur plusieurs groupes de fichiers. Le partitionnement de la table va donc consister à répartir le stockage en plusieurs partitions, chacune, dans cet exemple, contenant un mois de facture. Les différentes partitions pourront être stockées soit sur le même groupe de fichiers, soit sur des groupes de fichiers différents, qui peuvent eux-mêmes être situés sur des disques différents. Et pour l'utilisateur, c'est transparent, c'est toujours une seule table de facture, utilisable de la même manière qu'avant. Le partitionnement va nous apporter toute une série de fonctionnalités intéressantes pour la gestion. Une fonctionnalité bien pratique, par exemple pour la purge de données, le switch de partition. Pour effectuer un switch de partition et une purge de mes données, je vais d'abord créer une table vide ayant rigoureusement la même structure que la table partitionnée. J'utilise ensuite la commande alter table switch partition pour décrocher une partition de ma table partitionnée et l'envoyer vers ma table vide. Cette opération ne manipule que des métadonnées. La partition et la table vide se situant sur le même groupe de fichiers, aucun déplacement de données n'est effectué. Et il nous suffit ensuite de supprimer la table vide pour purger les données. Dans l'autre sens, le switch partition me permet aussi une opération inverse. Je peux ajouter un bloc d'anciennes données dans ma table facture en une seule opération de métadonnées avec un switch partition. J'ai ici ma table des anciennes factures, une partition libre dans ma table facture, je fais un switch partition, et ce bloc de données va être intégré en tant que partition de ma table facture, sans toutes les problématiques d'insertion de données massives dans une très grosse table. Même chose, fonctionnalité d'archivage de données.
de basculer mes partitions de ma table facture vers une autre table partitionnée, qui est la table d'archives facture, qui, elle, suit un schéma de partition identique. Ici, mois par mois, je vais pouvoir archiver mes factures, limiter la taille de ma table facture, switcher janvier, switcher février, switcher mars. Ma table facture est donc plus petite et pose moins de problèmes de performance. Autre scénario, partitionner pour réduire le volume des sauvegardes. J'ai une table facture partitionnée par mois, je vais pouvoir mettre en lecture seule les partitions des anciens mois, ceux que je ne vais plus du tout modifier. Par exemple, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars sont en lecture seule. Ça va me permettre d'optimiser mes sauvegardes puisque tout ce que j'ai mis en lecture seule ne pourra être sauvegardé qu'une seule fois et je garde mes sauvegardes régulières et périodiques pour la partie active de ma table. Comment partitionner? Alors, le partitionnement se fait sur une colonne de la table, une colonne note nulle qui est choisie comme clé de partitionnement. Cela peut aussi être une colonne calculée, à condition qu'elle soit persistante, cette colonne pouvant contenir une concaténation de plusieurs colonnes ou le hachage de colonnes. Comme exemple, on peut partitionner sur la date de facture en utilisant la colonne date de facture. Je pourrais aussi partitionner sur l'ID, identity, ou sur le numéro de facture. Et je peux partitionner sur des conditions plus complexes. Imaginons par exemple que je partitionne sur le nombre d'années à conserver et le semestre de création, tout ça concaténé dans une colonne calculée. Ceci pour favoriser la purge. En ce qui concerne les index, pour les index clustered, le partitionnement de l'index cluster partitionne lui-même la table, puisque un index cluster, c'est la table elle-même. Si vous avez un index cluster, sa clé doit contenir nécessairement la colonne de partition. Si cet index cluster est unique, il faut d'ailleurs ajouter explicitement la colonne de partition dans la clé d'index. Dans tous les autres cas, est-ce que le serveur l'ajoutera de lui-même? Pour les index non cluster, vous avez le choix de les partitionner ou non, voire même de les partitionner sur un autre schéma de partition. Les index non cluster peuvent être partitionnés à l'identique de la table, on parle à ce moment-là d'index aligné. Est-ce que le serveur va inclure implicitement la colonne de partitionnement dans l'index si l'index ne l'inclut pas déjà? Si votre index non cluster est unique, la colonne de partition doit nécessairement être explicitement contenue dans la clé d'index. Pour permettre toutes les fonctions de switch partition que nous avons vues précédemment, tous les index doivent être nécessairement alignés. Je peux bien sûr modifier la configuration de mon partitionnement, ajouter une partition, retirer une partition. Pour ajouter une partition, je vais procéder en deux temps. Si je ne l'ai pas déjà affecté avant, je vais d'abord modifier mon schéma de partition pour affecter un nouveau file group, le next used. Et ensuite, je vais modifier ma fonction de partition pour ajouter une nouvelle limite avec le split range. Pour fusionner des partitions, je vais modifier la fonction de partition en précisant quelle est la limite que je veux fusionner. Cela va fusionner la borne de la partition, les lignes qualifiées seront donc déplacées dans la partition, dans celle qui ne contenait pas la borne que je supprime. Donc le déplacement va se faire dans la partition de droite ou dans la partition de gauche, selon que range left ou range right a été utilisé. Attention donc au déplacement éventuel de données entre partitions. Et puis l'opération de switch partition, dont nous avons parlé préalablement, déplacer une partition d'une table à l'autre ou d'une partition d'une table à une partition d'une autre table, c'est avec un alter table switch partition, numéro partition de départ, vers autre table, numéro de partition d'arrivée. Bien sûr, il existe toute une série de métadonnées et de vues système, la vue 6 partitions pour la liste des partitions, la vue 6 partition functions pour les fonctions de partitionnement, 6 partitions parameters pour les paramètres des fonctions de partition, 6 partitions range values pour la limite des plages de partitionnement, donc il nous sera facile d'écrire des requêtes pour interroger la configuration de notre partitionnement. Passons maintenant à la démonstration. C'est parti. Nous allons utiliser une base de démonstration qui s'appelle partition démo. Elle contient une table facture. Cette table facture est composée de 4 colonnes, numéro de facture, date de facture, numéro client et montant, le numéro de facture étant clé primaire clustered. Cette table contient 10 millions de factures, 10 millions de factures qui s'échelonnent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Comme nous voulons partitionner par mois, nous allons utiliser un petit script pour ajouter 12 groupes de fichiers, chacun muni de leur fichier de données, à notre base de données. Voilà, donc nous avons 12 groupes de fichiers FG 2018-01 à FG 2018-12, chacun avec son fichier de données f2018-01.ndf à f2018-12.ndf. Pour partitionner, la première opération consiste à créer notre fonction de partition. Nous avons deux façons de concevoir notre fonction de partition. Soit nous fixons les limites dans les partitions de droite, range right, soit nous fixons les limites dans les partitions de gauche, range left. Si c'est range right, nous allons fixer nos limites dans les partitions de droite en début de mois, en commençant par le 1er février, ensuite 1er mars, 1er avril, etc. Si c'est range left, je vais fixer mes partitions en fin de mois, au 31 janvier 2018, 28 février 2018, 31 mars 2018, etc. Le choix range right ou range left peut avoir un gros impact par la suite, en particulier au moment où vous allez vouloir fusionner ou ajouter de nouvelles partitions, et en particulier pour gérer le déplacement des données entre partitions. Nous avons choisi de partitionner avec nos limites à droite. Opération suivante, créer un schéma de partition. Le schéma de partition va donc nous permettre de ventiler ces différentes partitions dans différents groupes de fichiers. Donc nous précisons notre fonction de partition et nous précisons les 12 groupes de fichiers vers lesquels vont être ventilées les différentes données. Il est possible aussi d'envoyer toutes les partitions vers un même groupe de fichiers si c'était utile. Et puis la dernière opération consiste à partitionner pour de vrai notre table facture. Pour ça, il suffit en fait de déplacer l'index cluster et donc pour ça de supprimer la clé primaire et de la recréer. Je supprime la clé primaire et la petite chose c'est que je ne peux pas la recréer de la même manière sinon j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que obligatoirement dans la clé cluster, je dois avoir également la clé de partitionnement, autrement dit la date de facture, sinon j'obtiens une erreur. Donc ma clé primaire maintenant n'est plus sur le numéro de facture, mais elle est sur le numéro de facture plus date de facture. Notez la destination c'est bien le schéma de partition, et je précise la colonne de ventilation qui est date de facture. Pour vérifier, nous avons une petite fonction $partition particulièrement utile qui nous permet, en précisant la date de facture et le schéma de partition, d'obtenir à quelle partition la ligne appartient. Donc nous pouvons avec ça compter le nombre de lignes dans chaque partition. Nous voyons qu'il y a à peu près 850 000 lignes dans chaque partition et que les dates de partition sont bien celles que nous attendions mois par mois pour chaque partition. On peut bien sûr interroger nos métadonnées avec nos vues système, avec la vue syspartition, sysallocation unit et sysdataspace. Je vais pouvoir obtenir le volume de chacune des partitions en nombre de pages. Et puis, si je veux aller un petit peu plus loin, je peux utiliser l'ensemble des vues système utiles pour obtenir la configuration de mon partitionnement. Systables, sysindex, syspartition, sysallocation unit, sysdataspace, sysfilegroups, sysdatabase files, syspartition shame, syspartition fonction et syspartition range values. Tout ça pour obtenir la configuration complète de mon partitionnement. Je vois donc mes 12 partitions, qu'il s'agit bien du partitionnement de l'index cluster, que mes partitions ne sont pas read-only. Je vois les fichiers qui sont alloués, un fichier pour chaque file group, le nombre de lignes, le nombre de pages, la taille de chaque partition, la configuration de la compression, le schéma de partition, la fonction de partition et les limites qui se situent dans la partition de droite. Nous pouvons bien sûr ajouter un index non cluster, index utile sur le numéro de client par exemple, et nous pouvons l'aligner avec le partitionnement de la table en précisant le schéma de partition avec la colonne de ventilation comme destination de l'index. Automatiquement, la colonne date de facture sera forcément ajoutée dans l'index implicitement. Regardons maintenant ce que ça donne en termes de performance, le fait d'avoir partitionné notre table.
J'active les statistiques d'entrée-sortie et puis je vais faire une petite requête sur ma table facture pour un numéro de client. J'obtiens pour ce client 4 factures, 2 en février, une en mars et une en octobre. Je peux bien sûr regarder le plan d'exécution. Alors dans le plan d'exécution, vous constaterez quelque chose d'intéressant, qui est que j'ai parcouru 12 partitions pour aller chercher mes données dans l'index. Et puis également que la recherche de clés, elle s'est faite dans 3 partitions. Pourquoi? Parce que j'ai 2 lignes en février, une ligne en mars, une ligne en octobre, donc 3 partitions parcours. En termes d'entrée-sortie, j'ai 48 lectures logiques, donc 48 pages lues. Si nous essayons de lancer la même requête, rigoureusement la même requête, dans une table identique, mais non partitionnée, dans une autre base de données, nous allons pouvoir constater que nous n'avons pas du tout les mêmes caractéristiques, et que, dans ce cas-là, nous n'avons plus que 15 lectures logiques. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé d'aller lire dans les 12 partitions. Le partitionnement, donc, dans ce cas-là, très clairement, diminue les performances. Pour qu'il soit efficace, il faudrait, dans la closeware, rajouter également la date de facture. Une fonctionnalité intéressante, c'est que nous pouvons également utiliser la compression de données pour compresser les données de certaines partitions, celles qui nous servent le moins par exemple, celles qui sont archivées. Donc là nous allons compresser avec la compression de niveau page la partition de janvier. Autre fonctionnalité que nous avions exposée tout à l'heure, le switch partition pour purger les données. Comment vais-je purger mes données d'une manière très simple sans faire le delete de 800 000 lignes dans ma table? Je vais créer une table vide qui va avoir exactement la même structure que ma table partitionnée, exactement la même clé primaire sur numéro de facture et date de facture, et exactement la même compression que la partition que je veux purger. Et bien entendu, le même index non cluster aussi. À partir du moment où j'ai cette table existante, je vais pouvoir switcher ma partition de janvier directement vers cette table export facture. C'est une opération instantanée, sans aucun déplacement de données. Et si on regarde le résultat, on va constater que ma table export facture a bien reçu les 849 338 lignes, et que j'ai maintenant une partition vide dans ma table facture qui contient 0 ligne. À l'opposé, je peux également insérer des données de la même manière. Là, ce que nous allons faire, c'est simplement réintégrer les données que nous avons exportées. Alors pour ça, il faut que j'ajoute une petite chose qui est juste d'ajouter une contrainte check sur ma table export facture pour valider le fait que toutes les factures correspondent bien à la limite de la partition dans laquelle je veux les réintégrer. J'ajoute une contrainte check et je refais un switch partition dans l'autre sens. Je prends les données de ma table export facture pour les switcher dans la partition 1 de ma table facture. Je vérifie. On voit bien que les données ont été réintégrées dans ma table facture et que ma table export facture est désormais vide. De la même manière, je peux archiver mes factures et pour ça utiliser une table archive facture qui sera elle-même partitionnée de la même manière que ma table facture. Donc je crée ma table archive facture, je la partitionne au moment de la création de sa clé primaire sur le schéma de partitionnement. Je comprime la partition avec le niveau de compression page pour la partition 1 exactement de la même manière que ma table facture, et je crée le même index. Et maintenant, je peux switcher mes différentes partitions d'une table à l'autre. Là, en l'occurrence, par exemple, je vais switcher mes 6 premiers mois
de la table facture à la table archive facture. Cette opération est totalement instantanée et j'ai allégé donc ma table facture. On peut vérifier l'opération. Vous remarquez que ma table archive facture a ses 6 premières partitions remplies et ma table facture a ses 6 premières partitions vidées. On peut bien sûr ajouter une nouvelle partition, on est bientôt en 2019, donc ajouter une partition pour janvier 2019. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois ajouter un file group et préciser un fichier pour ce file group, bien entendu. Et puis, modifier mon schéma de partition pour dire ce file group va être le prochain utilisé. Et puis ajouter une nouvelle bande dans ma fonction de partition. Je peux donc maintenant insérer une nouvelle facture pour janvier 2019. Et puis vérifions le résultat. On note que j'ai bien une nouvelle partition dans ma table facture, dans le file group 2019-01, et cette partition contient une facture, celle que je viens d'insérer. Autre fonctionnalité intéressante, mettre en lecture seule certaines partitions. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre mes 11 premiers mois de l'année, de janvier à novembre, en lecture seule, de manière à ne pas avoir à les sauvegarder tous les jours. Donc pour ça, je suis quand même obligé de passer la base de données en mono-utilisateur. Une seule connexion seulement doit être active pour pouvoir passer un file group en read-only. Et je passe mes 11 file groups en read-only. Je laisse mon file group de décembre et celui de janvier 2019 actifs. Ce sera les seuls que j'aurai à sauvegarder régulièrement. Ma base est entièrement accessible. Je peux regarder les factures de mon client. Dans ma table facture, puisque j'ai archivé mes 6 premiers mois, je n'ai plus qu'une seule facture pour ce client en octobre. Il m'est bien sûr impossible de la mettre à jour puisque nous sommes en lecture seule. Le mois d'octobre est en lecture seule, j'ai donc une erreur si j'essaye de la mettre à jour, mais rien ne m'empêche de continuer à fonctionner avec cette table pour des insertions sur la partie active, et en particulier donc sur une facture insérée au 2 janvier qui ne pose aucun problème. Voilà, la démonstration est maintenant terminée. Nous avons parcouru l'ensemble des fonctionnalités de gestion de notre partitionnement de tables et d'index. J'espère que cette présentation vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du partitionnement des tables et des index avec SQL Server. Merci pour votre attention et à bientôt.